Voilà, alors la vidéo qui parlait de la probabilité dans un groupe fini de tirer deux éléments qui commutent a eu beaucoup de succès. J'en profite pour dire une première chose. Bah oui, on m'a fait remarquer qu'à un moment j'ai dit pour désigner l'ensemble des éléments qui commutaient avec un élément fixé petit g, j'ai appelé ça le commutateur alors que ça aurait dû être le centralisateur. Effectivement, my bad, il faut respecter la terminologie. Et autre chose, on m'a demandé aussi si ça faisait, si ce thème-là pouvait faire un bon développement. Oui, mais il faut l'accommoder, évidemment. Par exemple, en démontrant le théorème de Burnside, ou alors en faisant ce que je vais faire là maintenant, c'est-à-dire en donnant un petit exemple concret. Et par exemple, ici, calculer ce qu'on va faire ici. Dans un corps, on a un corps K à Q éléments. Quelle est la probabilité de tirer deux matrices, toujours de façon indépendante et équirépartie, qui commutent dans GL2 de K? Alors bon, on se limite pour l'instant à GL2 de K. Alors K, corps à Q éléments, bien sûr, si vous voulez, c'est FQ, mais on ne va pas se servir vraiment de FQ, on va juste se servir que c'est un corps à Q éléments. Alors, on connaît la réponse. D'après ce qu'on a vu sur les commutations dans un groupe fini, il faut diviser le nombre de classes de conjugaison par l'ordre du groupe. On commence par l'ordre du groupe parce que c'est le plus facile. On sait que GL2 de K est en bijection avec l'ensemble des bases de K2. Et pour construire une base de K2, ben, on part d'un élément de K2, donc il y en a Q2, mais il est non nul, donc Q2-1, et ensuite on prend un élément de K2, donc Q2, mais qui ne doit pas être proportionnel au premier élément, donc il y a Q possibilités, puisqu'il était non nul. Donc ici, ça fait Q2-1, facteur de Q2-Q, mais à ce stade, ça devrait être quand même bien connu, cet ordre, et surtout la méthode qui consiste à mettre en bijection avec des bases. Maintenant, il reste quand même à calculer le nombre de classes de conjugaison. Et là, c'est là que c'est joli, parce qu'on bascule directement sur ce qu'on appelle la réduction. Donc, on part d'une matrice A de GL2 de K, et ce qu'on veut, c'est trouver sa classe de conjugaison, et rien de mieux que de trouver sa réduite, on va dire de forme normale. Bon, on verra ce que c'est si vous ne savez pas ce que c'est qu'une réduite de forme normale, associée à la matrice A de départ. Donc, quels sont les différents cas? Il y a trois cas, on va être en général, parce qu'on est sur un corps K, il n'est pas algébriquement clos, aucun corps fini n'a ce privilège d'être algébriquement clos, et pour cause. Eh bien, les trois cas sont soit la matrice est diagonalisable, soit la matrice A est trigonalisable, non diagonalisable, soit alors elle est non trigonalisable. Bon, alors si elle est diagonalisable, alors là, ça veut dire que, bon, on va avoir comme possibilité, on va avoir des valeurs propres qui sont dans K. Comme on est dans GL2, on va avoir ces valeurs propres, elles sont non nulles, forcément. Et soit alors il n'y a qu'une seule valeur propre, et diagonalisable veut dire ici que ça va être semblable à une matrice scalaire, donc égale à une matrice scalaire finalement. Soit alors il y a deux valeurs propres distinctes. Et maintenant, on a pour l'instant deux matrices possibles. Et maintenant, il faut voir que ce sont des matrices de forme normale. Qu'est-ce que ça veut dire de forme normale? Ça veut dire, d'une part, qu'on a réussi à ramener A à une de ces matrices, mais de forme normale, ça veut dire que deux matrices de même forme, si elles sont différentes, ne seront pas dans la même classe de conjugaison. Donc, en comptant les matrices de forme normale, on compte les classes de conjugaison. C'est ça qui est important. Voilà. Il y a une bijection entre les matrices de forme normale et les classes de conjugaison, ici, les classes de similitude, puisque c'est de ça qu'on parle en ce moment. Alors, oui, effectivement,
Hein, vous voyez, ça va être une forme normale. Si on a une autre matrice de cette forme-là, avec lambda, lambda, ou lambda prime, on va dire, eh bien, si lambda est différent de lambda prime, eh bien, elles ne seront pas semblables, hein, forcément, puisque les valeurs propres sont des invariants de similitude. Alors ici, pareil, sauf qu'on a lambda et mu, et donc il faut prendre lambda et mu comme une paire, et non pas comme un couple. C'est-à-dire qu'on aura ici deux matrices sous cette forme-là, peuvent être semblables tout en étant différentes si on a permuté lambda et mu. Donc il faut regarder ça modulo permutation. Voilà, alors maintenant on peut, une fois qu'on a fait ces constatations, on peut regarder combien il y a de classes de conjugaison de matrices diagonalisables. Ici, il va y en avoir Q-1. Je rappelle qu'on a enlevé 0, hein, donc il y a Q possibilités pour lambda, sauf 0. Et ici, il faut compter les paires et non pas les couples, lambda mu, d'éléments distincts, hein, puisque s'ils étaient égaux, on serait dans le premier cas. Donc ici, on a Q-1, facteur de Q-2 sur 2. Voilà. Et quand on fait la somme, on obtient Q facteur de Q-1 sur 2. Voilà pour les diagonalisables. Maintenant, on va attaquer les trigonalisables non diagonalisables. Ce qui veut dire quoi? Alors, trigonalisable, ça veut dire que le polynôme caractéristique est scindé, et non diagonalisable, ça veut dire, entre autres, ici, qu'il ne peut pas être scindé simple. Donc la seule possibilité, c'est qu'il soit sous la forme x moins lambda au carré. D'accord? Quand x moins lambda au carré. Donc, il est trigonalisable, il va se mettre sous la forme 0, lambda, 0, epsilon, lambda. Mais là, on n'a pas une forme normale, parce qu'il peut y avoir plusieurs epsilon possibles qui donnent la même classe de similitude. Donc, on se ramène ici en multipliant à gauche par cette matrice-là et à droite par son inverse, donc en ayant une matrice semblable. Donc, bon, bien sûr, hein, ici, hein, multiplier à gauche hein, par ça, ça veut dire c'est multiplier les lignes par epsilon. Donc, on aurait ici lambda epsilon, 0 epsilon lambda, et là, c'est les colonnes. Donc ici, on aurait lambda 0 et 0 epsilon moins 1. Donc là, on aurait 1 et le epsilon qui disparaît, qui viendrait de là. Donc ici, on a lambda 0, 1, lambda. Voilà. Et là, on a effectivement une forme normale. D'abord, on a vu qu'on pouvait se ramener de là à là. Donc c'est un bloc de Jordan, hein, pour ceux qui connaissent. Et d'autre part, si on a deux matrices de cette forme-là, donc lambda 0, 1 lambda et lambda prime 0, 1 lambda prime, si elles sont différentes, alors elles ne sont pas semblables. Ben oui, puisque la première a pour polynôme caractéristique x moins lambda carré et la seconde x moins lambda prime carré. Donc c'est pas pareil. Et donc ça nous permet, hein, c'est comme ça qu'on compte les classes de conjugaison, on n'a plus qu'à compter les formes normales. Et bien les formes normales, il y en a combien? Autant qu'il y a de lambda, mais attention, lambda doit être non nul, donc il y en a Q-1. Donc pour l'instant, on a comptabilisé tout ça, sauf que K n'est pas algébriquement clos, c'est ce qu'on disait, et il va y avoir les non trigonalisables. Alors, déjà, pour trouver quelque chose de non trigonalisable, ça veut dire que le polynôme caractéristique, il n'est pas scindé, mais étant donné qu'il est de degré 2, ça veut dire qu'il n'est pas réductible, donc il est juste irréductible. Alors, on va partir d'un polynôme unitaire de degré 2 qui est irréductible, d'accord, avec A et B dans K, bien sûr, et on va dire que le polynôme caractéristique de A, c'est ce polynôme-là. Alors, on va chercher une forme normale, vous le savez probablement, ça va être la matrice qu'on appelle la matrice compagnon, hein. Et allons-y, ici, vous partez d'un vecteur U non nul, quelconque, et vous regardez AU, et bien AU, j'affirme que UAU est une base de K2. Pourquoi? Parce que il y a bon nombre d'éléments, et c'est une partie libre, parce que si ce n'était pas une partie libre, comme U est non nul, AU serait proportionnel à U, et donc lambda serait une valeur propre de A. Or, il n'y a pas de valeur propre qui soit dans K pour A, hein, puisque le polynôme caractéristique est irréductible. Donc, on a bien une partie libre, donc une base,
Et dans cette base, eh bien, l'endomorphisme euh, qui représente A, ou que A représente, si vous préférez, va s'écrire comme ça. Donc, U, son image, ben, c'est AU, donc c'est le second vecteur. Donc, U, c'est le premier vecteur qui va vers le second vecteur. Et AU, eh bien, va avoir pour image par A de U. Mais par Cayley-Hamilton, A de U plus petit a grand AU plus BU, identité U si vous voulez, est égal à 0. Donc ici, on va avoir moins BU moins AU. Voilà. Donc on tombe sur ce qu'on appelle ici la matrice compagnon, qui est une jolie forme normale. Alors pourquoi c'est une forme normale? Parce que si on prend un autre couple, au lieu de AB, on prend A'B', et si A'B' en tant que couple est différent du couple AB, alors ben, on n'aura pas le même polynôme caractéristique, puisque le polynôme caractéristique de ça, forcément, c'est x2 plus ax plus b, vous pouvez le vérifier, et n'ayant pas le même polynôme caractéristique, ça ne peut pas être semblable. Donc on a bien, hein, ça compte bien les classes de conjugaison, ou si vous préférez, les classes de similitude de matrices dont les polynômes caractéristiques sont irréductibles. Et donc il va y en avoir combien? Alors, attention, pas Q2, parce qu'il ne suffit pas de dire je vais prendre A et je vais prendre B. Ben oui, il faut prendre A et B de sorte à ce que ce polynôme soit irréductible. Alors à partir du moment où il est irréductible, hein, il n'y a pas de problème, on ne se pose pas le problème est-ce que 0 est valeur propre, puisque 0 n'est pas valeur propre. On a B est forcément différent de 0. Voilà. Alors, regardons comment faire pour trouver les polynômes irréductibles unitaires de degré 2. Ben, on prend tous les polynômes unitaires de degré 2, il y en a Q2, donc effectivement, on a Q choix pour A et Q choix pour B, mais maintenant, on retire les polynômes qui sont scindés, donc soit ils sont de la forme x moins lambda carré, soit ils sont de la forme x moins lambda facteur de x moins mu avec lambda différent de mu, et on vérifie qu'on a q facteur de q plus 1 sur 2, tel polynôme. Donc, si vous préférez, q polynôme de la forme x moins lambda carré, et q facteur de q moins 1 sur 2, polynôme de la forme x moins lambda facteur de x moins mu, avec lambda et mu distincts. Vous voyez que la factorialité, hein, qui demande une unicité à permutation près, est importante dans ce calcul-là. Donc on n'est jamais loin finalement de la factorialité de k de x. Donc quand on enlève ça, il nous reste q facteur de q moins 1 sur 2, polynôme irréductible de degré 2 et unitaire. Voilà. Donc autant, d'après ce qu'on a vu, de matrices de forme normale, comme ceci. Donc maintenant, ça y est, on a dit diagonalisable q facteur de q moins 1 sur 2, trigonalisable non diagonalisable q moins 1, et non trigonalisable q facteur de q moins 1 sur 2. Donc ça nous fait q2 moins 1. On a trouvé le nombre de classes de conjugaison, d'accord, dans GL2 de K. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à faire un tout petit calcul et quelques palabres. Alors donc, conclusion, la probabilité, hein, c'est le nombre de classes de conjugaison divisé par l'ordre du groupe, et donc on a tout calculé, hein, Q2-1 sur Q2-1, facteur de Q2-Q, on simplifie par Q2-1, ça fait 1 sur Q2-Q. Voilà, on peut le vérifier déjà pour Q égale 2, donc on travaille sur le corps F2. GL2 de F2, c'est peut-être plus facile hein, de voir ça comme des permutations. Je vous rappelle que GL2 de F2 agit sur F2 au carré. F2 au carré, c'est juste, voilà, hein, c'est le plan sur F2, et il y a 3 droites vectorielles. Donc c'est facile de voir qu'il agit sur ces 3 droites vectorielles, donc ça nous fait un morphisme de GL2 de F2 vers les permutations des 3 droites, ça fait S3, et c'est facile avec un argument de cardinalité et un petit lemme de vérifier que c'est un isomorphisme. En tout cas, hein, donc ça c'est dans Carnet de voyage en Analystan, hein, ça s'est fait là-dedans, et ça vous le trouverez dans Histoire hédoniste de groupe et de géométrie chez Calvage et Monet.
Alors, regardons ici S3. S3, ben, vous avez l'élément neutre, 3 transpositions, et puis 2, 3 cycles, c'est son carré. Et donc, regardons, on peut faire le calcul complètement à la main quand on est dans S3. Ici, E, si vous prenez E, combien il y a d'éléments qui commutent avec E? Ben, les 6, donc ça fait 6. Maintenant, une transposition, ben, elle va commuter qu'avec elle-même et E, donc il n'y a que 2 éléments qui commutent, 2. Donc le centralisateur hein, est d'ordre 2. Et donc, comme on a 3 transpositions, c'est 3 fois 2. Et là, pour C, bah, qui c'est qui commute avec C? Bah, uniquement E, C et C2. Et il y en a 2 comme ça, C2, ça fait 2 fois 3. Donc maintenant, on divise par 6 au carré, le nombre de couples qu'on peut faire dans S3. Et on tombe sur 18 sur 36, c'est-à-dire 1,5. Donc si Q égale 2, vous voyez bien que vous retrouvez 1,5, hein, 4 moins 2, ça fait 2. Voilà. Alors, autre chose quand même, est-ce qu'on peut aller plus loin? Parce que ça, on a envie d'aller plus loin. Pourquoi on l'a fait pour GL2? Vous avez vu que c'est quand même un sacré raccourci de s'arrêter à 2, quoi. Pour GLN, c'est juste un tout petit peu plus difficile. Ça reste de l'adrénaline pure comme on aime en maths, hein, mais ça demande quand même le théorème de décomposition de Frobenius avec l'unicité, hein, parce que de toute façon, il va falloir connaître toutes les classes de conjugaison, donc il faut arriver au bout du chemin hein, de la réduction, et le fin mot de l'histoire hein, dans cette histoire de réduction, c'est... un des fins mots de l'histoire, c'est le théorème de Frobenius. Celui-ci, il classifie tout. Donc, il le faut. Hein. Et, bon, je pourrais le faire dans une vidéo. C'est moins difficile que ce qu'on pense, sauf qu'il faut ce théorème de Frobenius. Sans ce théorème de Frobenius, on peut rien faire. Et en fait, si on appelle ça P2, pour dire que on est en dimension 2, alors Pn... Bon, on pourrait trouver une formule ici équivalente, mais on veut savoir ce qui se passe pour Q tendant vers plus l'infini. Quand Q tend vers plus l'infini, donc quand le corps est assez grand, eh bien, on a un équivalent. Ici, c'est 1 sur Q2, évidemment. Et bien, pour Pn, on aurait quoi? Ben, c'est facile de voir que c'est 1 sur Q puissance, à votre avis... N? Non. En fait, N2... moins n. Vous pouvez l'essayer. Mais bon, j'essaierai de le faire en vidéo, parce que c'est quand même très très sympathique. Là. La preuve utilise les séries génératrices, c'est très joli. Préparez votre pâte dans une jatte plate.